Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Les éditions lelivreaudio.com en collaboration avec le site internet techno-science.net vous proposent le 7e numéro des actualités techniques et scientifiques. Voici les différents sujets qui seront abordés lors de ce 7e numéro. La médecine personnalisée permet d'éliminer un médicament inutile chez 2 enfants. La lutte contre la cybercriminalité va se renforcer en Europe. Circé, un nouveau cyclotron pour la recherche médicale. Le cerveau des psychopathes violents présente moins de matière grise. Des LED plus lumineuses grâce aux lucioles. La Commission européenne sélectionne le projet Graphène. Une radioactivité accélérée, entre guillemets, ou ralentie. Le plus petit moteur dont on puisse contrôler le sens de rotation. Autant de sujets qui seront abordés lors de ce numéro. Vie et terre. La médecine personnalisée permet d'éliminer un médicament inutile chez 2 enfants. Grâce à l'analyse génomique par des chercheurs du CHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal, 2 enfants atteints d'insuffisance surrénalienne, d'un type jusqu'ici inconnu, ont vu éliminer de leur ordonnance un médicament qui leur était prescrit à vie depuis 14 ans. Il s'agit d'un médicament ayant pour effet secondaire l'hypertension. À l'échelle d'une vie, cet ajustement de traitement représente une économie approximative de 10 000 $ par patient en frais de médicaments et d'analyse. C'est un cas concret de médecine personnalisée, aujourd'hui rendu possible par les nouvelles techniques de génomique, a déclaré Dr Mark Samuels, premier auteur d'un article publié sur le sujet en janvier 2013 dans Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, avec Dr Johnny Deladoe comme auteur principal. Il y a 14 ans, les 2 enfants ont été diagnostiqués d'insuffisance surrénale, c'est-à-dire un déficit de la sécrétion d'hormones qui contrôle le taux de sucre et de minéraux dans le sang. Après avoir séquencé la partie du génome qui code les gènes des 2 patients, les chercheurs ont identifié le gène POMC comme responsable de la maladie. Le repérage de ce gène leur a permis de conclure avec certitude que seule la production du cortisol faisait défaut, l'hormone qui régule la glycémie. Ils ont donc prescrit une poursuite du traitement au cortisol tout en éliminant sans risque pour la vie des patients la fludrocortisone, l'hormone de remplacement prescrite jusque-là pour contrôler la régulation des minéraux, en plus de réduire les risques d'hypertension engendrés par la fludrocortisone et de soulager psychologiquement les patients et leurs familles quant à l'origine de la maladie. La découverte des chercheurs a permis d'alléger de 10 000 $ la facture de santé relative aux patients atteints de ce type d'insuffisance surrénale. En effet, sur une durée de vie de 70 ans, 70 ans, c'est le montant auquel s'élève le traitement de la fludrocortisone et les analyses sanguines requises chez les patients qui le reçoivent. Si les médecins n'ont pas modifié le traitement plus tôt dans la vie des enfants, c'est non seulement que la suppression d'une des hormones de remplacement risquait d'avoir une issue fatale, mais aussi que l'analyse du génome entier ayant mené au diagnostic était impensable il y a encore quelques années. En raison des coûts astronomiques associés à une analyse sur l'ensemble du génome à l'époque, il fallait cibler certains gènes potentiellement responsables de la maladie et n'analyser que ceux-là, au risque de ne pas trouver le bon gène, explique Dr Samuels, chercheur en génétique humaine. Aujourd'hui, la baisse des coûts d'une analyse génomique rend abordable l'analyse du génome en entier. Description de l'étude. Les enfants dont il est question dans l'étude ont été hospitalisés respectivement à l'âge de 4 mois et de 4 ans pour hypoglycémie et convulsions. Un diagnostic d'insuffisance surrénale a été posé et les 2 enfants ont été sauvés par administration d'hormones de remplacement. La concentration sanguine d'ACTH, l'hormone hypophysaire qui contrôle la surrénale, étant très élevée,
ce qui semblait indiquer que le problème venait de la surrénale. La surrénale produit deux hormones vitales, cortisol pour réguler la glycémie et aldostérone pour contrôler les minéraux. Dans le doute, en cas d'insuffisance surrénale, les deux types d'hormones, cortisol et fludrocortisone, un analogue de l'aldostérone, sont prescrits. Toutefois, un traitement à la fludrocortisone peut entraîner des effets secondaires comme l'hypertension. Espérant mieux cibler le traitement des patients, les chercheurs se sont attelés à remonter la piste jusqu'à la cause précise de l'insuffisance surrénale. Ils ont procédé à une analyse de la partie du génome entier qui code les gènes dans l'ADN des patients. Le vrai séquençage pangénomique reste toujours trop cher pour l'instant. À leur surprise, l'analyse a indiqué une mutation de POMC, le gène qui code pour l'ACTH, chez les deux patients. Ils ont alors demandé à Dr Michel Bouvier de l'Université de Montréal et à Dr Nicole Gallo-Paillet de l'Université de Sherbrooke de valider la découverte en testant sur des cellules in vitro deux ACTH synthétiques produits pour l'occasion, l'une normale et l'autre portant la mutation observée chez les deux enfants. Ces études ont montré que bien que détectée à des concentrations élevées dans le sang, l'ACTH mutante était inactive. En raison de limites techniques, le test diagnostique standard détectant l'ACTH n'était pas en mesure de distinguer entre la forme normale et la forme mutée retrouvée chez les patients. C'est l'analyse génomique qui nous a permis de repérer le gène POMC, comme les analyses sanguines ne rendaient pas ce gène suspect. Sans le recours à cette nouvelle technique, nous serions carrément passés à côté de la cause de la maladie, conclut Dr Deladoë, médecin et chercheur en endocrinologie et diabétologie. Ce cas de médecine personnalisée rendu possible grâce aux nouvelles techniques de génomique n'est que la pointe d'un iceberg qui cache des centaines de cas de patients dont les chercheurs réussissent à affiner le traitement. Pour plus d'informations, voir l'article scientifique http://jcem.endojournals.org/content Bioinactive ACTH Causing Glucocorticoid Deficiency dans Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Vie et terre. Le cerveau des psychopathes violents présente moins de matière grise. Des criminels violents dont l'évaluation psychologique conclut à la psychopathie présentent plusieurs anomalies dans leur développement cérébral, dont un volume neuronal plus faible dans des zones associées aux émotions et au raisonnement moral. C'est ce que montrent plusieurs travaux en imagerie cérébrale auxquels a participé Sheila Hodgins, professeure au département de psychiatrie de l'Université de Montréal et chercheuse au centre de recherche Fernand Seguin. Nous avons amorcé ces travaux à la suite de deux constats. Les comportements violents débutent très tôt dans l'enfance et la réhabilitation ne réussit pas toujours à réduire l'agressivité. Si nous voulons améliorer l'effet des interventions durant l'enfance, il faut mieux comprendre les causes de ces comportements antisociaux agressifs et pour cela mieux connaître les structures du cerveau qui les sous-tendent, explique la chercheuse. Les intervenants auprès des jeunes ont déjà remarqué qu'il existe deux profils de personnalité violente. Il y a le jeune qui se sent menacé et qui réagit de façon impulsive, et celui qui exerce une violence délibérée et manipulatrice. Les deux profils risquent d'engendrer une personnalité antisociale, mais ceux qui se classent dans la seconde catégorie sont à risque d'être atteints du syndrome de la psychopathie, caractérisé par un manque d'empathie et de remords. Selon la professeure, 20% des détenus des pénitenciers entrent dans cette catégorie. Moins de matière grise. L'équipe de Sheila Hodgins a voulu savoir si ces deux profils pouvaient être distingués sur le plan neurologique. Pour le vérifier,
Les chercheurs ont soumis à l'imagerie cérébrale 2 groupes de criminels violents composés respectivement de contrevenants psychopathes et de contrevenants sans syndrome de psychopathie et un 3e groupe témoin formé de sujets sans antécédents de violence. Les participants, tous de sexe masculin, étaient âgés de 20 à 50 ans. Les résultats montrent que le cerveau des sujets psychopathes diffère significativement de celui des 2 autres groupes par un plus faible volume de matière grise dans le cortex préfrontal antérieur et dans des zones des lobes temporaux. La matière grise étant le neurone lui-même, un volume plus faible peut vraisemblablement signifier moins de neurones. Les différences demeurent tout aussi importantes lorsque les sujets sont appareillés selon l'âge, la consommation de drogue et le quotient intellectuel. Étant donné la fonction de ces structures cérébrales, les résultats sont conformes à nos attentes, mais nous ne savons pas si des différences allaient être observées par cette méthode, souligne Sheila Hodgins. C'est la première fois que de telles différences sont notées entre sujets violents avec et sans psychopathie. Liées au système limbique, les zones en question jouent un rôle dans l'empathie, le raisonnement moral et les mécanismes d'inhibition comme le sentiment de culpabilité. Selon les chercheurs, les anomalies relevées pourraient entraîner un déficit de l'acquisition de ces habiletés prosociales et conduire à la psychopathie ou du moins à la maintenir. Une étude antérieure avait par ailleurs montré que le déficit de matière grise dans les cortex préfrontal et orbitofrontal chez des personnes violentes semblait être associé à la consommation de drogue, mais dans la présente étude, les résultats demeurent les mêmes lorsque les consommateurs de psychotropes sont retirés de l'échantillon. Les différences ne peuvent être attribuées à l'usage des drogues, affirme la chercheuse. Observables dès l'enfance, ces résultats viennent renforcer ceux de travaux effectués antérieurement chez des garçons violents âgés de 10 à 13 ans et présentant des tendances psychopathiques. En comparaison d'enfants non violents, ils ont une concentration de matière blanche plus faible dans le lobe frontal supérieur droit, dans une zone du lobe frontal droit et dans une zone du système limbique révélée par l'imagerie cérébrale. Le terme matière blanche désigne les axones des neurones, et il est maintenant connu que les axones continuent de se développer jusqu'à l'âge adulte, processus qui semble être perturbé chez les garçons qui tendraient vers la psychopathie. Étant donné l'âge des sujets de cette étude, la consommation de stupéfiants comme cause possible du déficit de matière blanche est écartée. Les résultats de l'ensemble de ces travaux montrent donc des développements anormaux dans diverses structures cérébrales en place avant l'âge adulte et résultant possiblement d'une maturation anormale du cerveau. Aux yeux de la professeure Hodgins, cela confirme l'importance de distinguer les 2 catégories de comportements antisociaux dès le jeune âge afin d'élaborer des modes d'intervention adaptés à chaque cas. Le cerveau est comme un muscle qu'on peut transformer à l'aide de traitements appropriés. Ce qui fonctionne avec un groupe ne fonctionnera pas avec l'autre. Il faut aussi savoir que la prédisposition à la violence est là depuis longtemps et que les comportements seront difficiles à changer, prévient-elle. Ces travaux ont été réalisés sur des sujets britanniques, alors que Sheila Hodgins était professeure à l'Institut de psychiatrie du King's College de Londres. Elle estime que les résultats auraient été les mêmes si les travaux avaient été menés ici. La psychopathie est partout la même, avoue la professeure. Les résultats les plus récents relativement aux psychopathies adultes ont fait l'objet d'une publication dans le numéro de septembre 2012 des Archives of General Psychiatry et ceux concernant les enfants sont parus dans le numéro de mai 2011 de Molecular Psychiatry. Physique. Circé, un nouveau cyclotron pour la recherche médicale. Circé, le cyclotron pour la recherche et l'enseignement, nouvel accélérateur de particules de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien,
IPHC-CNRS Université de Strasbourg, installé depuis quelques mois sur le campus de Strasbourg-Cronenbourg, est aujourd'hui opérationnel. Il vient de réaliser une première production de Fluor 18, radioisotope couramment utilisé comme traceur en médecine nucléaire. Cette étape valide le fonctionnement de cette installation unique en Europe, disponible pour la recherche académique. CIRSE s'inscrit dans une démarche nationale visant à déterminer de nouveaux radioéléments pour progresser dans le diagnostic, le suivi de médicaments et la découverte de nouveaux protocoles thérapeutiques, notamment en cancérologie et en neurologie. La majorité des cyclotrons de la catégorie de CIRSE sont dédiés à la production commerciale de molécules pharmaceutiques pour les hôpitaux, notamment le Fluor 18, un élément radioactif essentiel à la production du fluorodésoxyglucose, FDG, couramment utilisé comme traceur pour l'imagerie fonctionnelle en cancérologie. Le projet CIRSE est porté par le monde académique, il est donc totalement indépendant des circuits commerciaux et pourra produire des molécules en dehors de toute considération marchande. Ses caractéristiques uniques en termes d'énergie, ajustables de 19 à 24 mégaélectronvolts, permettront de produire une large gamme de radioéléments dont les durées de vie vont de quelques minutes à quelques jours, exploitables par la communauté scientifique régionale, nationale et internationale. CIRSE sera ainsi mise au service des recherches sur des molécules radiomarquées à usage préclinique chez le petit animal et clinique chez l'homme, dans le domaine du diagnostic en cancérologie et en neurologie humaine, ainsi que pour la mise au point de nouveaux protocoles thérapeutiques. Ce cyclotron constituera également une plateforme unique d'enseignement en radiochimie et en instrumentation nucléaire. 2 années ont été nécessaires pour concevoir et réaliser le cyclotron et son infrastructure. Depuis son arrivée en juillet 2012 sur le campus de Strasbourg-Cronenbourg, CIRSE a passé avec succès toutes les étapes d'installation et de mise en service. La dernière étape de tir, entre guillemets, de qualification, c'est-à-dire la première production de Fluor 18, fait suite à l'autorisation d'exploitation délivrée fin novembre par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Elle valide l'ensemble du système de contrôle de la machine qui gère en permanence un millier de paramètres et confirme l'efficacité des enceintes de confinement de près de 1000 tonnes de béton et 100 tonnes de plomb destinées à faire écran aux radiations produites en cours de fonctionnement. Le cyclotron est un outil d'une grande souplesse d'utilisation et a l'avantage de ne produire aucun déchet radioactif à vie longue. Dans le cadre des investissements d'avenir lancés en 2009, le cyclotron CIRSE complète les plateaux techniques strasbourgeois autour de l'imagerie du petit animal. Multimédia, la lutte contre la cybercriminalité va se renforcer en Europe. Le rapport sur l'exercice Cyber Europe 2012 qui s'est déroulé en octobre dernier a été rendu public le 31 janvier 2013. L'exercice Cyber Europe 2012 avait réuni 400 experts en cybersécurité et simulait des attaques par déni de services distribués, DDoS. Les exercices transnationaux de cybersécurité ont réuni les pouvoirs publics, les grandes banques, les télécoms de différents pays, afin de tester leurs moyens de faire face à de telles attaques et leur coordination et collaboration. L'ampleur et la complexité de l'exercice se comprend aisément en consultant les chiffres. 25 États membres de l'Union européenne et de l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, y ont participé de manière active et 4 en observateurs. Ce sont ainsi 339 organisations qui y ont participé. Des institutions de l'Union européenne, des ministères, des services des gouvernements, des organismes financiers, des fournisseurs de services Internet et des opérateurs de télécommunications. L'ensemble des intervenants ont dû faire face à des milliers d'incidents.
Principale conclusion du rapport de l'ENISA. Dans son rapport, l'ENISA, l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux d'information, tire les conclusions de l'exercice. Il est ainsi mis en évidence que la connaissance des procédures et des flux d'informations sont essentiels pour une réponse rapide et efficace. Ainsi, un échange d'informations publiques-privées est indispensable, mais les structures de cette communication diffèrent suivant les pays. Il ressort également que les pays ont des difficultés pour la prise de décision nécessaire à la gestion de crise. Pour y remédier, les décisions doivent être prises à des niveaux plus stratégiques. Enfin, la planification est primordiale pour la réalisation d'exercices transnationaux. Principale recommandation de l'ENISA. Le rapport souligne la nécessité d'effectuer plus d'exercices de cybersécurité pan-européens et nationaux afin d'améliorer la coopération entre les États membres pour combattre les cybercrises. Augmenter la formation est nécessaire. Une meilleure contribution d'autres secteurs européens essentiels, comme l'énergie et le transport, sont à prévoir pour améliorer la sécurité. Le directeur exécutif de l'ENISA considère que Cyber Europe 2012 a été une étape importante pour bâtir la confiance, pour mieux comprendre les mécanismes de cybercoopération européens existants et pour renforcer le management de l'Europe de la gestion des cyberincidents. Pour consulter le rapport Cyber Europe 2012, principales conclusions et recommandations, voir https://www.enisa.europa.eu/activities. Physique, des LED plus lumineuses grâce aux lucioles. Des chercheurs de Belgique et de l'unité mixte internationale UMI LN2 à l'université de Sherbrooke au Québec ont réussi à augmenter de 55% l'intensité lumineuse des diodes électroluminescentes, DEL ou LED en anglais, actuellement sur le marché. Comment? Ils se sont inspirés de la structure de l'abdomen des lucioles pour l'appliquer à une nouvelle couche de matériaux qui optimise l'efficacité des DEL LED. Cette avancée est publiée dans le dernier numéro de la revue scientifique Optics Express. Dans le cadre d'une collaboration internationale, les équipes de l'université de Namur et de l'université catholique de Louvain en Belgique ont analysé les structures photoniques provenant de la luminescence de la lanterne des lucioles, qui se compose d'arêtes vives empêchant les fuites de lumière. Puis ils ont théorisé un concept en dents de scie imitant l'abdomen de la luciole. C'est là que les chercheurs à l'université de Sherbrooke entrent en scène. Dans les laboratoires de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, TSUI IT, l'équipe sherbrookoise a mis en œuvre toute la partie expérimentale du projet. Ils ont fabriqué le prototype bio-inspiré et ont recouvert des LED d'une couche de matériaux pour améliorer de plus de 50% leur luminosité. À court terme, un tel procédé pourrait facilement être utilisé pour des applications industrielles sans avoir à créer de nouvelles diodes. Quelques étapes supplémentaires au procédé permettraient de couvrir et de modeler la surface des LED existantes, annonce Vincent Aimez, professeur de la faculté de génie qui a dirigé les travaux de l'université de Sherbrooke et co-directeur de l'UMI LN2. Les spécialistes des semi-conducteurs regroupés au sein de 3IT ont fabriqué 100% des composants du prototype. Notre savoir-faire est unique en milieu universitaire canadien dans le domaine des DEL LED. Pour financer ce projet, nous avons bénéficié de l'apport de partenaires industriels, régionaux et de Nano Québec, mentionne Vincent Aimez. Un nouveau procédé rentable. D'autres chercheurs ont étudié les propriétés particulières de l'abdomen des lucioles pour les reproduire, mais à une échelle infiniment petite, c'est-à-dire nanométrique, fait valoir Vincent Aimez. Or, la fabrication à cette échelle beaucoup plus complexe entraîne des coûts très élevés. De leur côté, les scientifiques belges ont travaillé à une beaucoup plus grande échelle, de l'ordre de 10 micromètres, soit 1/100 de millimètre. À cette grosseur, le procédé que nous avons conçu serait facile à industrialiser et très rentable,
ajoute le professeur Aimé. Des écailles à géométrie unique. Mais comment une luciole peut-elle libérer des photons? Les réactions d'oxydoréduction favorisent cette énergie. Cette faible quantité de lumière est extraite de l'insecte avec une très grande efficacité. Nos collègues européens ont étudié la structure de la lanterne du genre Photuris, un organe lumineux, et ils ont découvert une configuration inattendue au niveau de l'exosquelette de l'insecte, une structure en écaille qui augmente la luminescence de l'abdomen, explique le spécialiste des semi-conducteurs sherbrookois. Comme le précise l'auteur de la correspondance de cette étude, la doctorante Annick Bey de l'université de Namur, les lucioles créent de la lumière par une réaction chimique qui se déroule dans des cellules spécialisées appelées photosensibles, et des étincelles de feu sont émises à travers une partie du corps de l'insecte, la cuticule, puisque la lumière voyage plus lentement à travers cette couche externe que dans l'air. Une portion de la lumière est réfléchie vers l'abdomen, ce qui atténue le signal lumineux. La géométrie unique de la surface des cuticules minimise les réflexions internes, favorisant une meilleure propagation de la lumière pour attirer d'éventuels prétendants. À cet égard, la partie ciselée de la cuticule, qui émet la plus grande quantité de signaux lumineux, a servi de modèle aux chercheurs. Cette découverte démontre l'importance d'observer la nature pour innover en recherche. Physique. La Commission européenne sélectionne le projet Graphène. Le projet Graphène a été retenu le 28 janvier 2013 par la Commission européenne comme l'un des 2 premiers FET flagships lancés à ce jour. D'une ampleur sans précédent, ces projets phares européens de recherche devraient bénéficier chacun d'une dotation d'1 milliard d'euros en cours des 10 prochaines années. L'objectif de ce projet est de développer les applications du graphène et plus largement de la famille des matériaux bidimensionnels, de révolutionner ainsi de nombreuses industries et de générer à la fois croissance économique et emploi en Europe. La France sera, par le volume des activités de recherche conduites, le premier contributeur scientifique du projet durant sa phase de lancement. Le graphène fait l'objet de toutes les attentions depuis les expériences capitales réalisées sur ce nouveau matériel il y a moins de 10 ans et qui ont valu le prix Nobel de physique 2010 à Andrei Geim et Kostya Novoselov de l'université de Manchester. Cristal bidimensionnel d'un seul plan atomique de carbone, le graphène possède des propriétés hors du commun, notamment électriques, plus conducteur que le cuivre et mécanique, 100 à 300 fois plus résistant que la rupture de l'acier. Il est de plus imperméable à tous les gaz. Les technologies à base de graphène permettent d'envisager à court terme des applications comme de nouveaux produits électroniques à la fois rapides, flexibles et résistants, comme le papier électronique, et des dispositifs de communication enroulables. À plus long terme, elles pourraient déboucher sur des applications révolutionnaires dans le domaine médical, comme des rétines artificielles. Les systèmes électroniques et optiques rapides, l'électronique flexible, les composants légers et les batteries avancées comptent parmi les plus importantes applications potentielles de ce cristal. Permettre le développement de ces applications en Europe sera l'objectif du projet Graphène. Les recherches menées iront de la production des matériaux aux composants et à l'intégration des systèmes et cibleront un certain nombre d'objectifs spécifiques exploitant les propriétés uniques de ce cristal. À l'issue d'un processus de sélection de 2 années, le projet Graphène a été retenu par la Commission européenne parmi 35 projets initialement en compétition. Il est mené par un consortium de 74 partenaires académiques et industriels issus de 17 pays. Il réunit ainsi 126 groupes de recherche et disposera d'un budget initial de 54 millions d'euros sur 30 mois. Le projet est coordonné par le professeur Jan Kinare de l'Université de technologie de Chalmers à Gothenburg en Suède.
Le professeur Jariki Navet conduira les activités de recherche conjointement avec les responsables des 15 axes du projet. 11 axes scientifiques et technologiques, matériaux, santé et environnement, recherche fondamentale sur le graphène et les matériaux bidimensionnels au-delà du graphène, électronique haute fréquence, optoélectronique, spintronique, capteur, électronique flexible, application à l'énergie, nanocomposite, technologie de production et 4 axes associés à la gestion du projet et à l'innovation. L'équipe dirigeante sera assistée par un conseil consultatif d'orientation stratégique composé notamment de 4 prix Nobel de physique: André Geim, Royaume-Uni; Albert Fert, France; Klaus von Klitzing, Allemagne; et Kostya Novoselov, Royaume-Uni, et des représentants industriels majeurs, Nokia de Finlande et Airbus en France. Durant cette première phase, le projet Graphène se concentrera sur les domaines des communications, en particulier les technologies de l'information et de la communication, les TIC, et l'étude des propriétés physiques de transport, sur les applications associées à l'énergie et sur les capteurs. À l'issue des 30 mois de cette phase de montée en puissance, le projet atteindra sa maturité et inclura de nombreux nouveaux groupes et activités pour atteindre ses ambitions. La nouvelle structure du projet sera définie lors des discussions relatives au programme de recherche Horizon 2020 de l'Union européenne. Son financement devrait alors s'étaler sur 10 ans et atteindre le milliard d'euros de budget consolidé. Physique, une radioactivité accélérée, entre guillemets, ou ralentie. Des noyaux radioactifs implantés, entre guillemets, dans un matériau supraconducteur voient leur durée de vie allongée ou raccourcie, mais ce changement est plus faible que celui prévu par la théorie. C'est ce qu'ont montré des chercheurs du CNRS et du CEA en collaboration avec l'Institut de sciences physiques Vinca de Belgrade et de l'IFINHH de Bucarest. Ces résultats ont été publiés dans la revue Physical Review Letters. En physique nucléaire, la théorie indique que la durée de vie d'un noyau radioactif varie significativement avec la densité électronique du milieu dans lequel il se désintègre. Ce phénomène, discuté pour la première fois en 1936 pour la radioactivité bêta, a déjà été observé, mais son amplitude reste mal comprise. Le cortège électronique entourant les noyaux des atomes agit comme un écran qui favorise les réactions nucléaires à très basse énergie et modifie la durée de vie des noyaux radioactifs. Cet effet renforcé dans les milieux très denses en électrons comme certains plasmas stellaires doit notamment être pris en compte dans la modélisation théorique des réactions nucléaires dans les étoiles. Une collaboration de physiciens a réalisé une expérience au Ganil avec des noyaux radioactifs néon 19 et oxygène 19 issus de l'installation spirale et projetés sur une cible en niobium. Ils ont mesuré avec une très grande précision les durées de vie des noyaux radioactifs ainsi implantés entre guillemets dans le niobium supraconducteur à moins 269 degrés et conducteur à moins 177 degrés. Or, dans un matériau supraconducteur, l'effet d'écran est en principe supérieur à celui du même matériau en régime classique. Les résultats révèlent une variation de la durée de vie des noyaux radioactifs bien plus modeste que celle attendue, en l'occurrence décroissance radioactive accélérée pour la radioactivité bêta, plus et ralentie pour la radioactivité bêta moins. La mesure a été réalisée avec une précision remarquable de l'ordre de 0,05%, mais elle n'a pas permis d'observer l'effet prédit. Nous savons seulement que l'effet mesuré ne dépasse pas une limite très faible, de l'ordre de 0,2% de la valeur prédite. C'est en réalité le modèle théorique de l'effet d'écran dû à la nature supraconductrice du matériau d'implantation qui est ici remis en question. En parallèle, il faudrait pouvoir gagner encore en précision de mesure pour connaître l'amplitude exacte de l'effet d'écran.
Un nouveau défi tant pour les théoriciens que pour les expérimentateurs. Physique, le plus petit moteur dont on puisse contrôler le sens de rotation. Un moteur nanométrique dont le sens de rotation peut être inversé à volonté a été réalisé par une équipe franco-américaine composée de chercheurs du Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales, le CMS-CNRS, et de l'Université d'Ohio. Pour la première fois, ils ont atteint la taille limite inférieure pour un dispositif capable de transformer l'énergie en mouvement de rotation. De seulement 2 nanomètres de diamètre, le rotor de ce moteur est mis en mouvement grâce aux électrons dérivés par la pointe d'un microscope à effet tunnel. Publié dans le numéro de janvier 2013 de Nature Nanotechnologies, ces travaux explorent la mécanique et l'énergétique des molécules moteurs et annoncent les composants des futurs robots nanométriques. Une image présente la molécule moteur entre guillemets qui est ancrée sur une surface via 3 points d'accroche. Le plateau supérieur tourne dans un sens ou dans l'autre autour de son axe, selon la position de la pointe du microscope. Le nanomoteur est composé de 3 parties. La première constitue le stator du moteur qui permet de l'accrocher à une surface d'or. Au début de celui-ci se trouve un atome métallique, du ruthénium, qui joue le rôle de rotule sur laquelle vient se fixer le rotor moléculaire. Ce dernier est constitué de 5 pales, dont une a été volontairement raccourcie pour suivre le sens de rotation du rotor. Au total, seulement 200 atomes constituent le moteur. Pas moins de 15 étapes ont été nécessaires pour la synthèse de cette molécule complexe. Sa conception et synthèse ont demandé près de 10 ans d'efforts aux chercheurs du CMES. En plaçant la molécule à une température de moins 268,5 degrés, 4,6 degrés Celsius au-dessus du zéro absolu, sur la surface d'or, les chercheurs sont parvenus à déclencher le mouvement pas à pas du rotor et à en contrôler le sens de rotation. Pour cela, ils lui ont délivré des électrons grâce à la pointe d'un microscope à effet tunnel qui sert à la fois d'instrument d'observation et de source d'énergie. Le sens de rotation dépend de la pale du rotor où est positionnée l'extrémité de la pointe du microscope. La précision dans le pointage doit être de l'ordre du dixième de nanomètre. À présent, les chercheurs veulent mesurer la puissance délivrée par ce nanomoteur. Pour y parvenir, ils doivent placer la molécule en interaction avec les plus petits engrenages solides qu'il soit possible actuellement de fabriquer. Les chercheurs imaginent que des moteurs tels que celui-ci pourront un jour entrer dans l'assemblage de nanorobots ou de nanovéhicules que les chercheurs du CMES étudient par ailleurs.